Bonjour. Aujourd'hui, l'objectif est de terminer le dernier chapitre sur l'immunité et nous commençons par un exemple sur la rougeole. Vous avez sous les yeux un graphique qui vous montre le nombre de cas de rougeole en fonction du temps, le temps étant mesuré sur une vingtaine d'années. Donc vous constatez que ce nombre de cas de rougeole, qui est représenté par l'histogramme, donc le diagramme en bâton, le nombre de cas de rougeole était très important, et il diminue au cours du temps. Mais vous constatez aussi, donc ça fait partie de c'est la deuxième observation, que la couverture vaccinale augmente au cours du temps. Effectivement, avec la campagne de vaccination menée dans les années 80, beaucoup d'enfants ont été vaccinés dans les 2 premières années, ce qui fait qu'on obtient en 2005 une couverture vaccinale qui est proche de 85%. Donc ça veut dire 85% de la population est vaccinée, donc il reste un faible pourcentage d'individus qui ne sont pas vaccinés. Et on constate que l'épidémie, les cas de rougeole diminuent, voire s'annulent complètement. Donc la vaccination protège les individus eux-mêmes, mais protège aussi l'ensemble de la population puisqu'on n'a plus de cas de rougeole. Ce qui est assez aisé à comprendre puisque vous avez dû réfléchir sur la question. Un virus a besoin d'un hôte pour se multiplier puisqu'il est incapable de se reproduire. Si un hôte est infecté, pour que le virus se reproduise, il faut que le virus trouve un autre hôte. Donc il faut qu'il y ait contamination. Et si les individus au voisinage d'un individu infecté sont immunisés, le virus ne pourra pas contaminer un autre individu et donc va s'éteindre. C'est comme ça qu'on maîtrise les épidémies, en multipliant, en augmentant la proportion d'individus immunisés, donc vaccinés aussi, puisque la vaccination c'est une immunisation artificielle, augmenter le nombre d'individus vaccinés pour qu'il y ait, extinction de l'épidémie et éradication du virus. Donc la vaccination protège l'individu lui-même, protège les populations et protège aussi les individus immunodéprimés, les individus qui ne peuvent pas être vaccinés, puisqu'ils font partie du faible pourcentage d'individus ici non vaccinés, donc qui auront très peu de chances, très peu de risques d'être contaminés. Donc voilà, c'est une protection en diminuant drastiquement le risque. En effet, un individu infecté peut contaminer un nombre variable d'individus. Ça, c'est le fameux R0 dont on a beaucoup parlé. Dans le cas de la grippe, il est de 1 à 3, mais dans le cas de la rougeole, il était de 15 à 20, donc il fallait faire quelque chose. Donc en immunité, une autre application des connaissances, c'est l'immunothérapie, donc système immunitaire, traitement. Donc on soigne grâce au système immunitaire, grâce qu'on en a appris dans le système immunitaire. Donc premièrement, l'idée c'est d'utiliser les cellules du patient pour renforcer son propre système immunitaire. Donc ça c'est une thérapie individuelle. C'est pas une thérapie collective. Alors c'est ce qu'on appelle le vaccin thérapeutique. Un vaccin parce qu'on va stimuler le système immunitaire du patient, comme dans la vaccination à grande échelle, on stimule les systèmes immunitaires des patients, là c'est celui du patient, et on a l'appellation thérapeutique parce qu'on va soigner grâce à cette stimulation. Alors comment on fait ? On prélève les cellules immunitaires du patient, cellules dendritiques et lymphocytes T. Donc là il y a 2 cas de figure. Premier cas de figure, on va isoler les lymphocytes T. On va les faire se multiplier grâce à de l'interleukine. Cette interleukine, donc, est responsable de ce qu'on appelle l'amplification, la multiplication. Donc, beaucoup de lymphocytes T vont être recueillis, sauf qu'il faut plusieurs semaines pour ça. Donc, l'inconvénient, c'est ça, le temps. C'est pas la théorie, c'est le temps. Ces lymphocytes sont spécifiques d'un ou des antigènes, souvent c'est un antigène, mais vous avez vu qu'un antigène comme un virus a plusieurs déterminants antigéniques, donc va générer plusieurs populations de lymphocytes immunocompétents.
Et l'idée, c'est ensuite de d'injecter ces fameux lymphocytes qui se sont multipliés en grande quantité dans le corps du patient pour qu'ils aillent soigner, tuer et détruire les cellules infectées. Deuxième solution, on met en culture les cellules dendritiques, mais on les met en culture en présence d'antigènes, enfin de l'antigène qui nous intéresse, de façon à ce qu'elles phagocytent cet antigène, présentent les déterminants antigéniques à la surface de leur membrane. Pour que ces cellules aillent stimuler le système immunitaire, il faut bien sûr les réinjecter. Donc cette injection se fait sous la peau ou directement dans les ganglions, mais là aussi, donc déjà mise en culture, il faut du temps, mais en plus, là, les cellules dendritiques vont devoir stimuler elles-mêmes le système immunitaire du patient. Donc on va avoir la phase de sélection, la phase d'amplification, la phase de différenciation, donc c'est du temps tout ça. Donc c'est une technique qui est intéressante, mais qui est coûteuse en temps. Donc voilà pour cette première solution en termes d'immunothérapie. Deuxième solution, on va augmenter la quantité d'anticorps circulant chez le patient, dans le système immunitaire. On cherche à augmenter la quantité d'anticorps circulants afin de d'aider le système immunitaire. Donc ça, c'est une thérapie, une technique qui va être utilisable sur plusieurs individus. C'est pas propre à un individu, contrairement à la technique précédente. C'est une technique qui utilise ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. Mono, un seul, clone. Donc, un seul clone de lymphocyte qui va produire un seul type d'anticorps. Alors, comment on fait? On utilise un animal particulier, la souris, qui est un animal de laboratoire très utilisé, qu'on appelle des xénomouse. Alors pourquoi elles portent un nom particulier? Parce qu'elles sont transgéniques. On les a modifiées génétiquement. Effectivement, comme nous, elles produisent des lymphocytes B, avec des récepteurs B, donc des anticorps membranaires. Rappelez-vous, le récepteur B, c'est un anticorps qui est planté dans la membrane, alors que l'anticorps libre, il est un tout petit peu plus court au niveau de son fragment constant, mais il est libre, indépendant de la cellule. Mais pour ça, il faut que le lymphocyte B se transforme en plasmocyte. Donc ça, c'est les connaissances que vous avez acquises dans le chapitre précédent. Alors, pourquoi elle est transgénique? Parce que, en fait, cette souris va produire des lymphocytes B qui auront comme récepteur B un récepteur B humain. Donc, lymphocyte B de souris, mais récepteur B humain. Donc, ce sont des lymphocytes très particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire? On lui injecte, différents antigènes, oui, parce qu'il vaut mieux dans un même animal faire un cocktail d'antigènes de façon à récupérer plusieurs lymphocytes. C'est plus économique en temps, mais on peut injecter qu'un seul antigène. Donc là, plusieurs antigènes. On va attendre un mois, là encore, c'est le temps qui joue contre nous. Un mois, et au bout d'un mois, on va récupérer ces lymphocytes B. Donc très bien, ces lymphocytes B avec des anticorps membranaires de type humain, très intéressant, mais ces lymphocytes B ne se multiplient pas. Ils se multiplient pas tout seuls, donc on pourrait les mettre avec de l'interleukine, mais ça marche pas bien. Donc la technique qui a été retenue et qui est efficace, c'est de les fusionner avec des cellules de myélome. Les cellules de myélome, ce sont des cellules cancéreuses, en fait, ce sont des cellules qui se multiplient indéfiniment, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc on va utiliser le potentiel multiplicateur de ces cellules et la capacité de ces lymphocytes à avoir des anticorps humains pour fabriquer des cellules hybrides, qu'on appelle des hybridomes. Donc là, vous avez différentes couleurs qui représentent un lymphocyte avec son récepteur spécifique, et les cellules de myélome, ici en rouge, donc là, on a fusionné le patrimoine génétique de ces deux cellules. Elles sont à la fois capables de se multiplier indéfiniment et à la fois capables de produire des récepteurs B de type humain. Donc on isole bien sûr chaque clone d'hybridome spécifiquement par rapport à leur récepteur, ça c'est largement faisable, et on va faire produire, bien entendu par différenciation, à chaque hybridome une certaine quantité d'anticorps humains
typiquement humain. C'est pour ça qu'on dit monoclonaux, parce que là j'ai un clone d'anticorps bien spécifique, là j'en ai un autre, et ces anticorps pourront être injectés dans le corps de patient en fonction de l'effet désiré. Donc voilà pour ces explications. Nous allons terminer par la conclusion, en envisageant bien entendu le fait que le phénotype immunitaire est sous le contrôle de nombreux gènes, ça c'est ce que l'on a vu, propre à chaque individu. Le phénotype immunitaire évolue aussi au cours de la vie. Il évolue de deux façons. De manière naturelle, chaque fois que nous rencontrons un antigène, viral ou bactérien, ou chimique. Donc ça, c'est une rencontre involontaire, hein, on n'aime pas trop ce type de rencontre, mais on multiplie nos cellules mémoire, on augmente la quantité de cellules mémoire, et aussi de manière artificielle, donc ce phénotype évolue aussi artificiellement avec les vaccinations. On a vu aussi que la vaccination, c'est un acte préventif qui vise à protéger les individus, les populations, mais aussi les individus fragiles, ne pouvant pas être vaccinés. C'est aussi une thérapie, une méthode thérapeutique, puisqu'elle vient renforcer les défenses immunitaires. Et on a vu enfin que la production d'anticorps monoclonaux vient renforcer les méthodes thérapeutiques. Voilà, donc je suis désolée, le cadrage n'est pas très bien fait, il vous manque le mot thérapeutique. Voilà pour la fin de ce chapitre, je vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre.